Um, so as thanks, Kara. As Kara mentioned, I'm Luis with the Bretton Woods Project, a London-based organization that works as a watchdog, particularly in the World Bank and the IMF. So thank you very much, Kara, for inviting me to the event and for asking me to chair. I'm going to try to provide some kind of a context for the discussion, which is not particularly easy given the scope of it. But I suppose one could begin by placing the today's discussion within the context of the some would argue long gone structural adjustment programs of the yesteryears, the 80s and 90s, and their legacy. As I suppose one could begin even before that with the conditions imposed by colonies on the colonials and their colonies, but I guess we won't start there. And then you see that before the great financial crisis of 2008, there was much talk about the death or at least the dramatically decreased influence of the World Bank and the IMF, as those would Avant la recall. crise financière de 2008, on a beaucoup parlé de l'influence de la Banque mondiale qui se réduisait, mais après, avec la crise financière de 2008, on a vu que tant la Banque mondiale comme les autres institutions financières ressurgissaient, redevenaient actives. En même temps, ce qui me paraissait intéressant, c'est que beaucoup ont dit qu'elles avaient été créées pour faire face à ce que beaucoup de pays dans le Sud avaient fait parce qu'on considérait qu'ils avaient une politique tronquée au niveau du développement. Il y a un effort qui est en route dans le Sud pour essayer de faire face à l'hégémonie du Nord et à l'architecture financière internationale, mais la Banque mondiale et le Fonds monétaire international s'adaptent, ils évoluent, mais c'est superficiel. La directrice, Madame Lagarde, quand on lui a demandé sur l'utilisation continue des programmes d'ajustement, elle a dit qu'il ne faisait plus de programmes d'ajustement structurel. Elle a dit qu'il y avait des changements et qu'ils avaient un nouveau point de vue concernant la titularité des prêts. Et elle pense que ça pouvait maintenant servir de cadre pour les programmes développés dans les pays du Sud qui mènent en tant que prestataires. Donc, il y a un développement conjoint entre les programmes du FMI et la Banque mondiale. Et dans le contexte de pandémie, ce que nous avons vu, c'est que nous sommes retournés le financement des politiques globales, le financement qui a été organisé pour faire face à la pandémie. Le fait que ces programmes se développent de manière conjointe fait que les États se trouvent dans une position de négociation chaque fois plus faible pour faire face aux conditionnalités des prêts, alors que les banques insistent à dire que ce sont des programmes qui ont été négociés, décidés de manière conjointe. Alors, pourquoi ces conditionnalités contractuelles seraient-elles nécessaires? Ça a mené à une internalisation d'un récit corrompu et inefficace. Beaucoup de personnes dans le Sud, personnes du Brésil par exemple, on a raison d'être très sceptique avec le gouvernement actuel qu'il y a actuellement au Brésil. Mais I'll give you an example. For example, I participate in je the vous donne un exemple. Par exemple,
Les politiques financières de la Banque mondiale, là où on analyse les événements, les réunions, que ce soit celle du printemps avec la Banque mondiale, et il y a beaucoup de questions sur l'échec des États et le besoin qu'ils travaillent avec la Banque mondiale et le FMI pour garantir qu'ils obtiennent des fonds de manière efficace. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas de mérite, mais je crois qu'il y a une question d'internalisation de ce récit. Au niveau du changement climatique, on a parlé de si on pouvait développer des conditionnalités vertes. On se demandait aussi jusqu'à quel point il fallait qu'il y ait des pressions externes. Et on se demandait aussi dans quelle mesure défendre les droits humains pouvait aider à faire face au changement climatique. Pour moi, ces questions ne sont tout simplement pas traitées. Le système mondial se base sur la bilatéralité et il y a beaucoup de conflits entre les besoins locaux et les voix qui sont pas entendues systématiquement et les politiques développées au niveau des États. Donc, on aurait besoin de se centrer sur une méthode plus systémique. On voit que le financement des politiques de développement de la Banque mondiale, entre autres aspects, je ne sais pas si vous avez pu analyser le résumé, mais il considère que le financement par le secteur privé est supérieur. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport, mais en septembre, la Banque mondiale allait rejeter ce système. Mais maintenant, ils ont changé d'avis et vont refaire de la même manière. Les rapports sur la récupération même verte s'alignent aussi sur un financement privé. Je pense que c'est parce que ces conditions ont tout à voir avec les priorités nationales, les priorités des différents pays. Beaucoup des États sont d'accord avec les conditions. Je le dis parce que le processus, le fait qu'ils font siennes les opinions de la Banque mondiale et du FMI depuis les États, les ministres des Finances des différents États pensent de la même manière. Ils trouvent certainement leur intérêt. Donc, la situation est complexe et le débat sur comment la société civile devrait réagir, répondre aux conditions et aux politiques soi-disant de développement imposées, soi-disant nécessaires de soi-disant développement. Donc, essayons de forger une position commune et pour ça, nous avons des participants formidables. Je vais vous les présenter. Nous avons Alexander Kelenis, qui est professeur associé de sociologie à l'Université de Milan. Il avait avant été chercheur à Oxford. Il prend des décisions à niveau global sur la santé et l'économie. Ensuite, nous avons
dont Mahout, qui a travaillé depuis plus de 20 ans, depuis la comité de base jusqu'au plaidoyer national et international. Il a été actif dans les dialogues internationaux sur l'efficacité de l'aide, le plaidoyer sur la réduction de la dette, le changement climatique et les réformes des banques multilatérales de développement. Il a été directeur exécutif d'INFID, le Forum international des ONG sur le développement indonésien. Et il travaille également avec INSIST, la Société indonésienne pour la transformation sociale. Ensuite, nous avons Wangkari Kinoti, qui est responsable international par intérim des droits de la femme, ainsi que la conseillère politique internationale pour les droits de la femme chez ActionAid International. Au cours des 12 dernières années, elle a dirigé des programmes mondiaux et des travaux politiques sur les soins non rémunérés, le travail domestique des femmes, l'accès aux femmes à un travail décent et les facteurs structurels de la violence sexiste. Son travail est ancré dans l'analyse féministe et les alternatives féministes pour redistribuer le pouvoir et les ressources et s'attaquer aux inégalités mondiales afin de parvenir à la justice sociale et économique, à une vie digne pour tous. Elle est activement engagée dans l'espace militant féministe panafricain et du Sud tiers-monde avec un intérêt particulier pour la contribution à l'élaboration d'un agenda féministe africain radical, transformateur et soucieux des biens publics. Donc, je vais d'abord passer la parole à Don Mahout. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Louise. Je voudrais commencer en vous faisant un petit panorama historique de la conditionnalité dans les programmes d'ajustement structurel, tout particulièrement en Indonésie. Mais avant, je voudrais dire que lorsque dans d'autres lieux du monde et dans d'autres pays en voie de développement, à la fin des années 70, au début des années 80, jusqu'aux années 90, nous avons lutté contre les programmes d'ajustement structurel. Et de fait, en ce moment, à ce moment-là, nos pays ont pris leurs propres décisions, prenaient leurs propres décisions. Il n'y avait pas de conditionnalité à cette époque. Ensuite, au début des années 80, il y a eu le choc pétrolier qui a affecté tous les pays en voie de développement, y compris l'Indonésie. Puis, le gouvernement indonésien a commencé des programmes d'ajustement structurel à cette époque. En 1982, à la fin 82, début 83. La situation était très particulière. Le directeur de la Banque mondiale s'est réuni à ce moment-là avec avec le ministre des Finances et lui a dit que parce qu'il savait, il fallait faire quelque chose pour les prochains mois, pour faire face à la crise mondiale du pétrole. Et ils l'ont suggéré de dévaluer leur monnaie. Le ministre des Finances a été surpris. Il a dit, oui, mais écrivez-moi une note pour expliquer ça. Et le ministre des Finances a dit au directeur de la Banque mondiale que le FMI connaissait la situation
Et quelques heures plus tard, le directeur de la Banque mondiale a écrit une note d'une page qu'il a transmise au ministre, notre ministre, avec des calculs. Et les calculs étaient que il nous fallait d'évaluer notre monnaie entre 26 et 28%. Alors, notre ministre des Finances s'est réuni avec le ministre du Plan et il s'est rendu compte qu'il n'y avait que 3 personnes qui connaissaient la situation. Au bout de 2 ou 3 heures, il n'y avait que 4 personnes, le président, le ministre des Finances, le ministre du Développement, le ministre du Plan et le directeur de la Banque mondiale. Il n'y avait que 4 personnes qui connaissaient ce plan de dévaluation de la monnaie indonésienne. Alors, notre président a décidé de couper la poire en deux. Et il a décidé de dévaluer notre roupie de 28%. Ils ont annoncé ça publiquement, la dévaluation donc. Puis, l'action suivante qui a été adoptée par le gouvernement a été de diminuer le budget de l'État. Puis, ils ont réduit les dépenses publiques, tout ça en un an. Puis, ils ont commencé à se centrer sur la promotion. Il n'y avait pas de soutien, aucun soutien externe. Ensuite, le gouvernement, à cette époque, a aussi essayé de proposer on nous a proposé, pardon, des soutiens au niveau budgétaire, des prêts, mais le gouvernement n'a pas voulu accepter. Face à cette pression, le gouvernement a finalement accepté le prêt de la Banque mondiale en 1987. Et ça venait avec ce prêt de 1987 venait avec des conditions. C'était la première fois. Il y a eu une crise financière importante en Asie. On essayait que l'Indonésie Et à cause de cette, la décentralisation était importante. Les citoyens voulaient avoir aussi le contrôle de ce que faisait le gouvernement à Jakarta et je dois dire que cela a porté sur 130 districts. C'est bien en général pour la plupart des personnes, mais la situation n'est pas terrible. Personne n'est suffisamment fort au gouvernement pour le contrôler. C'est un gouvernement assez anarchique, je dois dire. Donc, je suis dans la foulée pour pousser le gouvernement. Oui, j'ai vu votre premier slide. Maintenant, vous avez 5 minutes encore. Et la troisième génération, eh bien, je dois dire que nous avions la deuxième génération, 97-2003, avec cette intervention du Fonds monétaire international, avec 99 conditionnalités qui n'ont pas été limitées à la stabilisation économique, mais aussi aux aspects politiques et sociaux. J'ai calculé
depuis 1997 jusqu'en 2015. Et pour le FMI, eh bien, il y a eu 99 conditionnalités. La Banque mondiale a entrepris des actions mineures, mais à impact significatif entre 1997 et 2003. Il y a eu donc ces prêts de développement, de politique de développement. Il y en a eu 8, ce que nous appelons les DPL, avec 98 conditionnalités détaillées. Des règlements ont été approuvés par les décrets présidentiels. 127 conditionnalités. Quelles sont les implications de tout cela? Eh bien, il y a eu une dénationalisation et la formation d'un nouvel État. La situation en Indonésie est un peu compliquée parce que personne ne veut prendre le leadership, on a l'impression. Par rapport au territoire, il n'y a pas d'intervention et les autorités ne font pas partie des accords internationaux non plus. Et quant à la souveraineté, eh bien, l'Indonésie cède sa souveraineté à la Banque mondiale. La Banque mondiale devient la véritable entité de gouvernement de l'Indonésie. La Banque mondiale prend les valeurs centrales de l'Indonésie en tant qu'État-nation et elle le remplit, elle le remplace par des principes néolibéraux. Une monétisation individualiste intéressée, les actions orientées au profit, au bénéfice. Même maintenant, la politique est devenue un business, des affaires, depuis le local jusqu'à l'échelle nationale. Il y a donc, c'est quelque chose qui est susceptible de l'économie externe ou des chocs financiers parce que donc cette libéralisation des comptes de capitaux. En 2008, sous la crise économique, eh bien, l'Indonésie a dû emprunter 2 milliards de dollars à la Banque mondiale pour sauver l'économie nationale. En 2013, elle a pris encore 2 millions de dollars pour assurer donc l'économie indonésienne donc face à ces chocs globaux. Non, c'était encore 2 milliards de dollars, n'est-ce pas? Oui, vous avez encore 1 minute. Eh bien, je pense que ces conditions, ce qu'elles font, c'est faire que les pays soient des poupées, soient un jouet expérimental de fils pour cette formulation de nouvelles idéologies qui ne s'arrêtent jamais. Je crois qu'en prenant les mots de Richard Locke, eh bien, c'est vraiment très égoïste, si vous voulez. Je pense que en tant que genre, eh bien, ce serait un genre vraiment un gène de l'égoïsme
dans l'IFIS, qui est toujours à la recherche de sa propre place dans le monde. Personne ne sait quand est-ce que ce processus va s'achever. Merci pour ces points très intéressants, très intéressants. C'était surtout le fait que je suppose que vous dites initialement, lors de ces réformes structurelles, eh bien, nous devons accepter ces réformes imposées dans ces conditions imposées. Quelles sont les implications de ces réformes, qui en bénéficie, qui est intéressé à cela? La banque a ses analyses et les analyses qu'ils ont eues. Eh bien, les économies globales peuvent être sur la bonne voie, etc. Il y a donc deux récits différents. Et maintenant, nous reviendrons vers vous pour les questions et les réponses. Merci beaucoup. Je vais partager ma présentation. Juste une seconde. Oui, j'espère que vous pouvez voir maintenant ma présentation. Eh bien, je vais essayer de limiter ma présentation à 10 minutes, mais en tout cas, j'aurai peut-être besoin de votre aide pour me couper la parole. Cet après-midi, je voulais montrer les principales conclusions de nos présentations, ce que nous avons fait pendant les derniers mois, qui se concentre sur les financements par la Banque mondiale des instruments bancaires, à travers lesquels les conditions imposées sont plus implicitement imposées aux divers pays sous forme d'appui au budget en échange donc à condition de faire telle ou telle politique. C'est un instrument lequel, dans les dernières années, il a fait l'objet d'attention de la part de la société civile et évidemment, dans l'après-pandémie du COVID-19, eh bien, c'est encore plus important parce que, c'est-à-dire que ce sont des instruments pour répondre à la crise. C'est une manière plus facile pour la banque de fournir des fonds, d'allouer des fonds au pays. Et c'est aussi une grande opportunité pour les institutions internationales comme la Banque mondiale pour pousser sa politique de plan bleu, n'est-ce pas? Dans les deux dernières années, ceci a soulevé pas mal de préoccupations auprès de la société civile. Nous avons décidé de nous pencher sur les opérations politiques qui ont été approuvées et financées dans la période après Covid et on va voir ce qui se passe, comment la banque utilise ces instruments pour répondre à la crise, quel type de politiques se font pour l'utilisation donc de ces conditions imposées. Je présente brièvement ces conclusions de cette étude et je partagerai quelques réflexions sur l'utilisation de ces conditions imposées. Évidemment, il y a un rapport sur lequel vous trouverez des détails concernant ces conclusions. Nous avons cette base de données avec 90 projets sur 60 pays à hauteur de 23 milliards de dollars mobilisés. Je cherche mon slide que je voulais
partager avec vous qui montre la distribution des fonds par AIGA et IBRD. Oui, vous êtes sur le premier slide pour l'instant. Voilà, celui-ci n'est pas le bon. D'accord, le deuxième, très bien. Et voilà, là, c'est le troisième slide qui montre la distribution donc, ces politiques financières. D'autres slides maintenant. Et la première partie des conclusions. J'ai vu quelles actions préalables, quelles réformes politiques ont été mises en place dans ces 19 PPO, dans ces 60 zones politiques. Les principales conclusions, comme Louis a dit avant, eh bien, ce sont ces alignements croissants entre les réformes des politiques qui ont prescrit des changements institutionnels qui ont qui ont jeté les bases pour une contraction fiscale et ils sont alignés sur des programmes de prescription. Le nombre de pays qui ont ces prêts, ces programmes du Fonds monétaire international, eh bien, ont augmenté dans les 2 dernières années. Il y a une reprise institutionnelle en ce sens, dans ce cadre fiscal des pays. Donc, la Banque mondiale jette les bases pour ces politiques qui sont appliquées ensuite, et ceci est visible dans de nombreux pays. Certains d'entre vous ont déjà travaillé dessus. Ça implique naturellement des coupures dans les dépenses publiques. Et ça a été le cas même pendant la pandémie. Un pays sur lequel je voulais insister, c'était le Monténégro. Il y a eu des actions préalables qui concernaient une coupe dans les dépenses, même concernant la santé et les médicaments. Et un soutien il insiste sur. On voit que se dessinent 3 tendances. Ils ont donné priorité en partie aux petites et aux moyennes entreprises, mais les politiques de réforme n'étaient pas orientées vers le secteur informel et beaucoup des mesures prescrites impliquaient des mesures fiscales qui favorisaient les entreprises, mais à court terme, comme des exemptions fiscales. Mais il n'y avait pas de réforme de fond, une réforme fiscale à plus long terme qui permette qui soit plus progressiste, qui permette de développer l'économie à long terme. Pas de politique les politiques de réforme des infrastructures de l'État étaient toutes orientées vers le privé. Et on prescrivait de libéraliser le secteur énergétique. Et ils ont proposé de libéraliser, de lever les tarifs douaniers.
et les plus pauvres n'ont pas réussi à payer leurs factures pendant la pandémie et se sont retrouvés encore appauvris. Concernant les mesures de protection sociale, on attendait, on espérait que les pays pourraient prendre des actions. Il y a eu quelques mesures, ça a été très positif, mais nous nous trouvons encore avec les objectifs qui sont... Mais les réformes de de la protection sociale est souvent liées à, enfin, ils essayent que ça soit rentable. Et le système fiscal était soutenable à niveau. Je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai sauté quelques parties. Si vous voyez le rapport complet, vous verrez qu'il y a une analyse complète des conditionnalités imposées. Et finalement, ce qu'on voit, c'est au cours des 3 dernières années, la Banque mondiale n'a pas utilisé toutes ces énergies pour renforcer structurellement. Elle a au contraire renforcé ses positions et ses points de vue d'avant la pandémie. L'utilisation des conditionnalités est un point clé. Je voudrais rajouter quelques points sur ce sujet. Pourquoi les conditionnalités, les conditions imposées sont encore aussi polémiques, y compris alors que ça devrait être un soutien au budget des États, ça devrait permettre d'aider. Selon la Banque mondiale, c'est censé aider ces pays. Mais en fait, c'est un des instruments principaux de la Banque mondiale qui exerce une pression politique sur ces pays qui ne peuvent plus décider comment gérer leur pays. C'est une relation d'abus de pouvoir. La Banque mondiale est qui a l'argent et qui décide en se substituant aux États qui doivent s'incliner. Un autre grand sujet dont on va débattre plus tard, c'est le rôle que jouent ces conditionnalités dans la transition énergétique et dans la lutte contre la corruption. Il faut qu'on en parle. Il faut voir si les conditionnalités pourraient servir à ça. Je vais arrêter là parce que j'ai terminé. Mon temps est écoulé. Merci, Chiara. C'était très intéressant, toutes tes réflexions. Je crois que tu as en effet touché un des points clés. Les conditionnalités, les conditions imposées sont un point clé parce qu'on voit bien que le FMI ne met pas en route les meilleures politiques qui ne favorisent pas, ça ne favorise pas le développement des pays. Maintenant, nous avons Alexander Kelekenis qui a publié différents rapports sur la croissance de la Chine, par exemple. Et la Chine a fait précisément ça à travers le consensus de Washington qui a été imposé par l'Organisation mondiale. Donc, ça va être un sujet très intéressant. Alexander, peut-être pouvez-vous nous illustrer, nous informer sur ce sujet. Je te cède la parole. Merci beaucoup. Je crois en effet que ce que j'ai à dire a à voir avec ce dont on parlait Don et Chiara. Moi, je vais me centrer plus sur le FMI. Je vais rentrer plus sur la relation
de FMI et la Banque mondiale plus tard, mais pour dire quelque chose dont parlait Don juste avant, pour compléter, ce que vous voyez à l'écran montre que les conditionnalités et la quantité de conditions imposées au cours des 40 dernières années. Dans certains pays, comme l'Afrique occidentale, ils ont dû mettre en œuvre une énorme quantité de politiques imposées. Ça a donc des conséquences à long terme. Certains pays perdent complètement leur gouvernance. Certains pays ont subi moins de conditions, comme la Chine, qui a eu que 2 ou 3 programmes qui lui ont été imposés, alors que d'autres pays, comme le Pakistan, l'Argentine, se sont vus imposer de nombreuses conditions et de nombreuses réformes. Donc, ce que je voulais montrer avec cette carte, c'est que ces conditions ont une grande importance à long terme. Les conditions qu'impose le FMI ont bien sûr un effet à court terme, mais ça a surtout un effet à très long terme parce que ça leur impose un modèle de développement. Ils n'ont pas le choix et ça les oblige à privatiser les ressources naturelles. Et lorsqu'ils font ça, après, ça rend très difficile qu'ils renationalisent leurs ressources. L'Équateur, par exemple, a essayé de le faire, mais ils ont subi des représailles d'autres pays qui ont essayé aussi. On leur a imposé des programmes de réajustement structurel. Ça en a donné la possibilité à des grandes entreprises multinationales de faire des procès aux États. Donc, voilà un petit peu la situation. Cette carte montre un petit peu la même chose, plus détaillée, le nombre de conditions que certains pays ont dû mettre en œuvre au cours de ces 40 ans. Vous voyez que l'Afrique a été le continent qui s'est vu imposer le plus de conditions. En Europe, c'est la Grèce, la Bosnie qui ont aussi subi. Donc, si je vous montre ces chiffres, hein, c'est pour dire que le FMI a changé dans sa nature, son esprit a changé. Des pays de revenus moyens se dressaient au FMI et maintenant ce n'est plus le cas. Le FMI a prêté de plus en plus à des pays à faible revenu au cours des 10 dernières années. Ça montre que beaucoup de pays à revenu moyen ne veulent pas se voir imposer ces conditions naturellement. Donc, ils puisent dans leurs réserves nationales pour éviter de s'adresser au FMI, pour ne s'adresser au FMI qu'en dernier recours. Ce n'est pas du tout neutre, ce n'est pas une redistribution neutre, c'est basé sur l'intérêt de certains. Donc, si on a ça en tête, dont je voudrais vous parler maintenant, c'est faire une distinction, la nature des réformes qui sont imposées. Une des grandes conditions imposées, ce sont des conditions de politique générale.
On les oblige à changer leur réserve internationale, à mais ensuite, on a un deuxième type de conditions qui sont des réformes structurelles. Ce que montre ce graphique, c'est que le FMI impose toujours des conditions dans ce domaine. Les réformes structurelles sont des réformes qui concernent le droit du travail, les conditions de travail de leur population, et ces réformes restent et elles sont systématiquement incluses dans le programme du FMI. Alors peut-être pas autant que c'était le cas dans les années 90 sous l'accord de Washington, mais il continue à imposer ce genre de réformes du marché du travail. 80% des programmes du FMI incluent ce type de réformes, imposent ce type de réformes, imposent de libéraliser, de privatiser. Donc, ce sont toute une gamme de réformes institutionnelles qui obligent les gouvernements à une politique qui n'est pas forcément la plus pertinente pour eux. Donc, il y a une réforme du FMI très assez polémique qui limitait la masse salariale, la quantité d'argent consacrée au paiement du salaire des fonctionnaires. Et ça a été imposé en 2007. Mais ces réformes, ces impositions continuent à être dans le programme du FMI. Moins que par le passé, mais encore. Mais ce que montre la ligne orange, en écho à ce que disait Chiara, quand elle parlait des conditionnalités vertes, le FMI inclut maintenant dans nombre de ses programmes ce qu'on appelle des politiques de réduction de la pauvreté. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ils réduisent au maximum les politiques sociales, tout particulièrement les budgets d'éducation et de santé. On oblige les pays à réduire de plus en plus ces budgets. Donc ça, c'est très controversé. Parce que ce qui était censé être un pas en avant de manière positive, en fait, nous montre, et toutes les ONG, toutes les organisations de la société civile le dénoncent, ça amène à augmenter les inégalités. Donc, il y a aussi des critiques qui existent depuis longtemps à cause de l'impact qu'a le FMI sur divers points. Donc, en effet, ces conditionnalités, on peut discuter, c'est tout à fait questionnable, discutable de si ça a été efficace pour améliorer la performance économique des pays, parce qu'en fait, on voit que les pays ont moins d'autonomie, moins de marge pour décider de leur politique, ils ont moins de marge pour appliquer des politiques de développement. Et on voit que les conséquences à niveau social, au niveau de la population, sont très importantes, quelquefois de manière directe, quand il y a des coupes sur le budget de la santé. On voit que les hôpitaux, les centres sanitaires ne peuvent plus faire face aux besoins de la population, mais on voit qu'il y a aussi des conséquences indirectes. Ces programmes augmentent clairement la pauvreté, augmentent le chômage, et ça a un effet en cascade sur toute une série d'indicateurs sociaux, y compris le bien-être, la santé,
l'accès à l'éducation, etc., etc. Si on tient compte de tout ceci, quelle est la situation actuelle? La pandémie a eu un impact, donc ça fait augmenter les prêts du FMI à niveau de 20 000 milliards de dollars. Ce que nous montre sur ce graphique, c'est la distribution de cet argent. Ce qui était lié à des conditions et ce qui n'était pas lié. Ce que je veux souligner ici, c'est le troisième case à droite. Vous voyez qu'il y a eu 54 000 milliards de dollars qui ont été destinés à 4 pays. Ce sont des prêts qui ont été faits au Chili, au Panama et à d'autres pays d'Amérique latine. Ce sont des pays qui, en réalité, n'étaient pas en condition de faire face au remboursement de ces prêts. Mais concernant le reste des fonds, ils ont été canalisés à travers des instruments qui étaient accompagnés de conditions. Ce sont ce que vous voyez en rouge. Vous voyez que 31 pays ont emprunté avec des conditions, y compris en temps de pandémie. Ces programmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on verra que dans le cas de l'Équateur, on voit qu'il y a eu de grandes conditions qui a obligé à faire baisser les salaires, à reprivatiser le pétrole. Il y a eu des réformes structurelles. Ils ont dû réduire la masse salariale, donc plus de gens au chômage. Et je voudrais conclure avec les prévisions qu'a fait le FMI au niveau des dépenses fiscales dans le futur. Et ce que ça mesure sur cette carte, c'est la différence entre les prévisions de ce que devraient dépenser les pays en 2023 comparé avec la moyenne de ce qu'ils ont dépensé en 2010 pour voir si ils sont soumis à des politiques d'austérité ou pas. Ce qu'on voit sur ce pays, c'est que beaucoup de pays, surtout dans les pays de revenus moyens, il y aura beaucoup de politiques d'austérité imposées. Et dans ce contexte, ce sera encore la Banque mondiale et le FMI qui vont imposer ça, qui vont gérer, qui vont décider comment, à quel degré imposer cette austérité. Très bien, merci beaucoup. Quelques commentaires pour nous aider à l'heure du débat. Pour répondre à la question d'Alex, il parlait du rendement, de l'effectivité économique de conditionnalité. C'est important de voir comment on mesure l'efficacité économique. Ça serait peut-être mieux de mesurer avec des indicateurs de développement humain. On sait que la Banque mondiale et le FMI ne font pas d'estimations, donc c'est à nous de les faire. Donc, je vais donner maintenant la parole à notre dernière intervenante. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Louis. Je n'ai pas de présentation, je n'ai pas de PDF. Le rapport que nous a présenté Cara, tel qu'il a été publié en septembre, Il disait surtout que les pays vont devoir mettre en place des réformes, les subsides, la protection des accords commerciaux, ou les litiges parfois aussi, pour utiliser ce type de langage qui est incroyable de la Banque mondiale, compte tenu de ce que nous savons, les effets de la dérégulation, les aides, les protections commerciales et la suppression de celle-ci. La Banque mondiale utilise la crise de la COVID pour booster ses politiques sur ce plan bleu, comme Alex n'a pas parlé
bien que ce plan bleu soit une aide dans certains cas. Je vais concentrer mon rapport sur les conditions imposées pour quelques raisons. Eh bien, probablement, je n'ai pas parlé des soins médicaux, bien que nous savons que les impacts vont bien au-delà de cette pandémie, n'est-ce pas? En août de cette année, il y a eu la conférence africaine sur la dette et le développement, la déclaration de Harare. Il y a un appel derrière cela, et c'est que l'Afrique doit être un rule maker, elle doit faire ses lois maintenant. Elle était classée comme un continent donc, qui faisait face à sa dette avant la pandémie. Maintenant, c'est un nouveau paysage d'instabilité, n'est-ce pas, à la lumière de ces programmes de développement, de politique de développement. Je voudrais répondre à quelques-unes des questions que vous avez posées au début de cette session par rapport à la question de la corruption. Et je pense en ce sens, il a été dit que peut-être le plus grand succès des programmes d'ajustement des 80 et du début des 2000, c'est que les États africains sont incapables de mettre en place des politiques sociales et économiques solides sans aide ou soutien de l'étranger. Il y a une acceptation des deux parties des continents, et par exemple, que la corruption était quelque chose d'endémique. Est-ce que c'est un problème sérieux en Afrique? Oui, certainement. Cependant, il n'est pas uniquement attribuable à l'Afrique ou endémique de l'Afrique seulement. Nous devons avoir une vue plus équitable des facteurs internes et externes, les flux massifs financiers qui quittent le continent. Aussi, si ces flux de capitaux ne s'envolaient pas de l'Afrique, eh bien, on pourrait réduire énormément la dette du continent africain. 8,8 milliards de dollars, ce qui est équivalent à 3,7 du PIB, quitte le continent, n'est-ce pas? Et c'est pratiquement comme les flux internes de l'assistance de l'aide officielle au développement. Mais de corruption, il faut en parler au conflit d'intérêts sur les pratiques et les produits de la Banque mondiale, y compris les rapports d'affaires. En 1980, les industries africaines, les économies africaines, eh bien, les donneurs sont passés à travers ces rapports. Dans quelques pays, les ministères de l'Intérieur étaient partagés vis-à-vis de ces donneurs. Excusez-nous pour le son de madame qui nous arrive assez entrecoupé. Au début des 80, les politiques des pays africains étaient décidées par ces donneurs, ces bailleurs de fonds et par la Banque mondiale aussi et le FMI. Parfois, il fallait sur nos perspectives d'ajustement, eh bien, ces personnes, bien, ces personnes étaient là il y a presque 20 ans, mais c'est incroyable de voir à quel point ces articles, ces rapports pourraient s'appliquer au temps présent, n'est-ce pas?
qui a fondé l'année dernière, il a parlé, il a fait un rapport sur le système de santé publique du Kenya, n'est-ce pas? Ça va être publié rapidement. Il y a des études semblables dans d'autres pays du Sud et ceci fait partie de l'impact des partenariats publics et privés. Sur l'article que nous avons travaillé quant à cette architecture de partenariat public et privé, il est difficile de voir où commence le gouvernement et où finit la Banque mondiale. Je dis cela pour une raison. Sur ce rapport sur les conditions imposées, sur l'influence des politiques, l'influence pernicieuse, si vous voulez, et c'est parler de cette privatisation qui mène au gouvernement, les gouvernements à faire le moins là où ils sont susceptibles, où ils seraient censés faire le plus. Il y a des G20 ou des 7 avec le FMI et les anthropologistes le décrivent comme un apartheid global dans ce grand système de gouvernance, c'est pouvoir d'oxygène en faveur des pays globaux. Combien ai-je de temps encore? Combien de temps il me reste-t-il? Eh bien, 3 minutes et demie exactement. Pour en revenir à ce rapport Eurodad et bien sûr l'analyse des actions préalables, on a vu que très peu d'actions couvrent l'enlèvement des barrières financières. Cette étude de la Fondation Ibrahim d'il y a 7 ans fait que 9 pays en Afrique avaient sorti donc 25% des recettes allouées au programme sanitaire. Ces dépenses faites par les femmes ont été donc bien plus importantes. Ceci est très bien documenté, mais pour les femmes, ce n'est pas une question de notre santé. Le collapse eh bien, de ces services de soins eh bien, sont dus aussi, par exemple, que les femmes doivent s'occuper davantage en Afrique de l'éducation des enfants ou de l'aide aux personnes âgées, par exemple. Dans des camps informels au Kenya, au Soudan, il y avait un impact sur les villes de 60 à 70% de travail combiné avec l'accès aux services publics et la réalité que nous avons que les services de santé ne sont pas publics en ce sens. La question est le fait est que le travail est payé et non payé, aidé donc à provoquer souvent le collapse des services de santé. Une femme sur 5 sont employées dans le secteur des soins. Ce n'est pas une question des résultats sur la santé, mais sur les modes de vie et donc l'ensemble des droits de l'homme. Je ne vais pas m'allonger trop sur les travailleurs de la santé. Alex en a déjà parlé, il a parlé du secteur des salaires et les limites des salaires dans le secteur public. Juste souligner que nous avons besoin d'action. Nous avons lancé un rapport en mars sur l'austérité. Oui, encore une minute. Et je relis cela à ce rapport. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez voir l'ensemble du rapport. Très rapidement,
pour résumer le récit par rapport à ce complexe d'échecs, eh bien, s'étend aussi au secteur public. Nous avons une situation où le secteur public, souvent, cela ne reflète pas quels sont les échecs structurels. Juste une dernière phrase en guise de conclusion. Lorsque nous parlons des recommandations, c'est la question de un surdimensionnement du secteur public et la participation des personnes. Ce que je voulais dire, c'est que je pense, je crois au potentiel des mouvements et le besoin de cette horizontalité dans la prise de décision, n'est-ce pas, dans les décisions concernant l'allocation de ressources et nous devons continuer dans cette éducation politique en ce sens. Ce sont des exemples que je voudrais vous donner du Kenya, mais nous devons donc euh, faire rebondir ces informations pour aider d'autres endroits aussi. I think we have one respondent, Matthew Martin, and I'll give him the floor in a second. But I just wanted to say, I think it's quite important the issue Merci. Je crois que Mathieu voulait poser une question, mais je voudrais dire que ce dont a parlé Wangari sur la gouvernance est un point très important. Tant la Banque mondiale comme le FMI, comme c'est bien connu, ont un mode de gouvernance très peu démocratique. Et les politiques qu'ils imposent est liée à cette structure de gouvernance. Pour parler du contexte historique, je voudrais parler du nouvel ordre de l'Assemblée de l'ONU dit que giving the developing countries access to the achievements of modern science and technology and promotion. Donner aux pays en voie de développement accès aux bénéfices de la science et au transfert de la technologie, l'acquisition d'une technologie dans des conditions dignes pour permettre leur développement de sorte que ça s'adapte à leurs économies. Et je me demande jusqu'à quel point les conditions qui accompagnent les programmes de développement du FMI et de la Banque mondiale remplissent ce rôle qu'il s'était donné. Donc, je vais donner la parole à Mathieu, qui est avec nous, qui voulait prendre la parole. Oui, merci, Louis. Est-ce que tu peux me dire combien de temps j'ai? 5 minutes. Très bien, merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un plaisir de vous voir. Je travaille pour Eurodad depuis 30 ans. J'ai aidé à ce qu'ils aient accès à une base de données détaillée des crédits dans les années 90 afin d'aider également les activistes à comprendre ce que fait le Club de Paris et d'autres créanciers. Ça inclut les organisations pour permettre aux organisations de la société civile pour renforcer leur capacité à lutter contre ces organisations et contre les conditions injustes. Ça fait 35 ans qu'on étudie les conditionnalités. J'ai aimé ce que disait Wangari quand elle disait qu'elle voulait parler depuis son cœur. Quand elle parlait de lutter contre l'augmentation des inégalités dans le monde, c'est comme la question de l'urgence climatique, mais vous voulez peut-être pas parler de ça maintenant. Je vais me concentrer donc sur ce qui est le plus utile sur la situation actuelle, parce qu'il y a et voir comment changer les choses. Donc j'espère ne pas avoir l'air de défendre le point de vue de la Banque mondiale et du FMI. On vous a perdu. Je pense que Joe est en train d'arranger ça. Mathieu, votre micro est éteint. D'accord, merci. Donc oui,
J'espère que ça, je ne donne pas l'impression que de défendre ces institutions. Je pense que ces organisations doivent continuer à exister, mais il faut les pousser à agir de manière utile. Donc, comment faire? Je pense qu'il faut réaliser que ce n'est pas une question de comment les organisations sont organisées. Les actionnaires de l'OCDE sont le principal problème, les pays de l'OCDE. Nous sommes bloqués sur une idée, on est bloqué sur l'idée qu'il faut rembourser les dettes. Mais les pays de l'OCDE et ces pays de l'OCDE ont tout un tas de points communs. Ils imposent le néolibéralisme depuis la fin des années 80. C'est devenu terrible dans les années 90. Dans les derniers 10 ans, il y a eu un peu de réduction de la pauvreté, mais ça a été très mal analysé et très mal décrit. Et tout ceci maintenant avec ils veulent insister maintenant sur la transparence, c'est tout très récent. Nous avons vu que les derniers critères imposés sont contre l'intérêt des travailleurs, même si en théorie, ça devait être le contraire. Les administrations ont une grosse influence là-dessus. C'est pas pour trouver une excuse à ces institutions internationales, mais les récepteurs, les pays récepteurs, les présidents ont une grande marge de manœuvre en réalité. Et beaucoup de gouvernants n'essayent même pas de mettre en œuvre des politiques progressistes. Ils ont suivi au pied de la lettre ce qu'ont fait leurs prédécesseurs et que dans cette même ligne néolibérale et de destruction du droit du travail. C'est une question idéologique et d'incompétence de leur part. Alors que ceux qui gèrent les pays pourraient changer aussi. Et c'est ça la situation actuelle. Ce qu'on trouve maintenant dans les forums de société civile, disons pourquoi les leaders, pourquoi les décideurs, nos politiques agissent comme ça. Donc, les conditionnalités, vous les avez presque mentionné toutes. Nous devons chercher à avoir moins de conditionnalités, moins de conditions imposées et que ce soit plus cohérent. Il nous faut reconnaître qu'il y a une différence entre les différents prêteurs en qualité et en quantité. Les conditions sont bien pires lorsqu'on parle de pays prêteurs qui prêtent à des pays à faible revenu. Il y a quelques personnes, quelques organisations qui luttent contre les conditionnalités, mais cette nouvelle exigence de transparence est-elle bonne, est-elle mauvaise? Du point de vue des organisations de la société civile, à Oxfam, on proteste contre l'austérité, mais il faut qu'on se rende compte du fait que cette austérité est imposée par le FMI, mais elle est imposée aussi au sein des pays par les réformes fiscales. Nous avons autre chose de très négatif qui s'approche, c'est comment les grandes entreprises vont s'accaparer les conditionnalités climatiques de verdissement. Nous avons vu par le passé que même avec des bonnes intentions, ça ne suffisait pas. Je l'ai dit dans un autre congrès de Rodad, si on veut changer le fonctionnement de ces organisations, ce qu'on doit faire, c'est une bulle et influencer nos gouvernements pour que nos propres pays mettent en œuvre un dialogue nord-sud. Moi, comme Africain d'origine et de naissance, le récit sur l'émergence de l'Afrique a été extrêmement mauvais, comme tout ce qui venait du Nord.
il faut qu'on parle d'urgence, que le récit soit créé par les Africains eux-mêmes, que ce soit et qu'il leur permette de renforcer leurs droits et arrêter avec les impositions du Nord. Merci Mathieu. Nous avons une question. Je vais faire un autre commentaire avant de commencer avec les questions pour mettre en rapport les différentes choses qui ont été dites par nos orateurs concernant le changement des conditions imposées. Avec la concentration du capital, on pourrait avoir une influence sur l'ordre financier mondial. Ils font en sorte de reproduire le système pour continuer à en tirer profit. Alex et Chiara, je voudrais continuer sur ce que vous disiez. Kunala voulait parler, mais elle nous a laissé une question intéressante dans la case des questions-réponses. Elle mentionnait le fait que la rhétorique du FMI a changé et qu'aujourd'hui, elle n'oblige pas à des mesures d'austérité, mais elle encourage à des politiques d'expansion en temps de crise du Covid. Lorsque elle dit que toutes ces politiques d'austérité qui ont été négociées avec les pays, donc ça n'est pas imposé. Ce genre de situation est très fréquente. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Donc, j'ai un commentaire rapide. On peut faire une question à la fois? Ou est-ce que tu veux répondre aux deux? Parce que Rick Rhoden avait aussi une question à poser à Alex. Rick parlait de coupures de diminution de dépenses publiques et de comment, si vous pouviez nous parler de l'investissement public en pourcentage de PIB. Bien sûr, l'investissement public est nécessaire dans la mesure où l'argent qui est prêté est censé être disponible est censé être mobilisé pour la santé, l'éducation, le transport, etc., les infrastructures. On voit comme l'argent devrait être prêté par un mécanisme de financement ajouté qui échappe un peu au secteur privé. Depuis l'université de Bristol, on disait que comment le consensus de Wall Street et comment les banques de développement multilatérales ont complètement favorisé le secteur financier privé, pardon. Cela crée une situation avec des conséquences à long terme très néfastes.
les pays n'ont pratiquement plus de capacité à mobiliser de l'argent au niveau de leur propre pays. Ils ont donc une redistribution de la richesse de moins en moins efficace et ils ne peuvent plus construire des infrastructures, ce qui permettrait de lever des fonds de manière plus juste et équitable. Il y avait la question de Gunnel. Quand elle disait que les gouvernements, en fait, appliquaient les recommandations d'austérité de l'UFMI avec plaisir. Oui, il y a deux questions là-dessus. Il y a deux questions. D'abord, je pense que oui, c'est vrai que la Banque mondiale et le FMI appliquent des sanctions si on n'applique pas. Mais on pourrait attendre en effet que le gouvernement soit plus progressiste et défende mieux les intérêts de la population. Mais ce n'est pas la question parce que la question, c'est qu'il y a toujours une question de relation de pouvoir déséquilibrée entre ces institutions très puissantes et des gouvernements qui finalement sont obligés, ils sont liés, ils n'ont pas le choix que d'emprunter à ces institutions, à travers ces institutions. Donc oui, ce sont des relations coloniales ou post-coloniales. Et ça, comment peser là-dessus? Comment les gouvernements des pays peuvent changer ça dans une relation de pouvoir aussi inégale? Et l'autre aspect, c'est que oui, bien sûr, c'est mieux que le FMI recommande au pays de garder une partie pour les services publics, une partie de l'argent, mais ce n'est pas quelque chose sur laquelle on devrait se réjouir autant, parce que de toute façon, dans un contexte où toutes les autres politiques qui sont imposées, si vous devez de toute façon emprunter sur le marché financier, vous allez de toute façon dépendre, avoir votre taux d'intérêt qui va dépendre des agences de notation. Donc, franchement, même s'ils mettent des conditions théoriques, ça ne va pas être appliqué. Ils ne pourront pas appliquer ces recommandations de garder une partie de l'argent pour les services publics. Tant que nos économies vont fonctionner selon ce modèle, on peut se surprendre en disant, quand on voit que les pays disent je dois couper le budget d'éducation, de la santé, mais en fait, leur marge de manœuvre est extrêmement réduite. Il faut voir le contexte général. Et mon dernier point, ce serait que la manière de changer ça, c'est qu'il faudrait s'engager beaucoup plus dans les organisations de la société civile et travailler plus avec les États. Je ne sais pas si il faudrait parler, avoir la possibilité de parler avec les gouvernements et les ministres d'économie. Oui, je comprends ça, effectivement. Il y a une hiérarchie très importante, mais il y a des grandes différences de pouvoir. Il y a des pays qui ne s'adressent qu'au FMI. Bien sûr, ce ne sont pas des négociations entre égaux. Alors, et quand ils disent que les gouvernements étaient d'accord, ben, en fait, ils n'avaient pas le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce que quelqu'un voudrait, je sais qu'on a terminé la réunion, mais est-ce que quelqu'un aurait une question ou une déclaration finale? Sinon, nous n'avons pas le temps de faire un nouveau tour de table pour vos commentaires. Chiara, est-ce que vous voudriez, si, si d'autres voudraient ajouter quelque chose, je serais heureuse d'écouter ce que Don pourrait dire. Bien. Il y avait une question disant que le FMI n'imposait pas l'austérité. On voit que le FMI et la Banque mondiale disent toujours que ce sont les pays qui devraient décider de leur politique, mais c'est complètement faux. Ils sont toujours soumis à ces conditions. La plupart de ces prêts qui sont associés à des conditions signifient que ce sont que les pays doivent appliquer les réformes imposées par la Banque mondiale et le FMI, et ensuite le FMI examine, contrôle si ces politiques ont été appliquées ou pas. Et cette manière de procéder, pratiquement toujours le cas. On voit très bien que les politiques sont toutes, dans le meilleur des cas, orientées, sinon imposées par les experts de la Banque mondiale, parce qu'ils embauchent des experts internationaux qui sont d'entreprises financières pour rédiger ces politiques qu'on va imposer au pays. Et lorsque un gouvernement veut accéder à un prêt, il est obligé de céder à ces impositions. Ce sont les faits, c'est ainsi. Alors, même si on a l'air que le gouvernement indonésien, par exemple, veut aussi appliquer ces politiques et qui participent à l'application de ces politiques, mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas le choix, carrément. Les pays du Sud demandent à avoir une alternative pour accéder à des fonds de manière différente. On voudrait pouvoir emprunter à la Chine ou à l'Inde, c'est vrai. Merci beaucoup, Don. Je ne sais pas si Wangari peut parler. Je crois qu'elle n'a plus le son. Donc, gardez bien à l'esprit que nous avons terminé la réunion en théorie, que le temps est écoulé, mais peut-être Cara voudrait faire quelques. Je voudrais simplement remercier tout le monde pour d'être venu et d'avoir participé. Remercier tous nos orateurs, c'était très intéressant. Je pense que c'est une conversation qu'il faudrait continuer. Je pense qu'on a juste le panorama et que maintenant il nous faut approfondir et continuer. J'espère que on aura l'occasion de continuer cette conversation de manière formelle ou informelle. Je pense que nous aurons les enregistrements disponibles bientôt. Je vous les enverrai. Et donc, merci à tous, toutes les personnes qui, dans l'ombre, ont rendu cet événement possible. Merci Joe, merci Hilaria.
Bonne fin de journée Thank you very much. Thanks, Chiara, again, for et à demain. organizing. Thank you. Cheers. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you, Liz. Thank you. Goodbye, Kiara. Shortly. Thank you, everyone. Okay. Okay. Je vous enverrai un email bientôt.